Compter 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour chers téléspectateurs de Pôle TV sur Internet et la radio Pôle FM sur la 91.4 FM. Alors aujourd'hui c'est encore votre émission de chaque week-end au croisement de regards. Aujourd'hui nous allons revenir sur l'analyse des tensions entre acteurs politiques du Nord Kivu et le gouvernement militaire chargé de gérer l'état de siège. La semaine s'est clôturée sur une note positive. Parce que le gouvernement militaire a eu à échanger avec les acteurs politiques de la province sur les questions, mais pendant la semaine, plusieurs acteurs politiques ont jugé insuffisantes les réalisations de l'état de siège et les plus extrémistes sont allés jusqu'à dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Le porte-parole du gouverneur est allé plus loin pour dire que toute personne qui va jeter l'opprobre sur l'état de siège sera interpellée, jugé et condamné. Pour débattre autour de cette émission, nous allons nous entretenir dans ce plateau avec Serge Farini. Serge, bonjour. Bonjour, monsieur. Je dois rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs que Serge Farini est le coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur. C'est cela, Serge? Exactement, c'est ça. Nous vous souhaitons bienvenue sur ce plateau. Merci, c'était un réel plaisir pour moi de participer à cette émission. Merci beaucoup. À vos côtés, nous avons l'honorable Emmanuel Ndabouye. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, deux auditeurs pour télévision. Je dois rappeler que vous êtes député provincial élu de Orocho, n'est-ce pas? Exactement. Bienvenue dans ce plateau. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi les forces de ici représentées par le vicaire Bakenzi Ali. Il est certes vrai que vous êtes le vice-président de la coordination urbaine de la société civile, mais pour cette question, vous avez quand même été le porte-parole de la coordination provinciale de la société civile lorsqu'il fallait faire la déclaration. Alors, je commence d'abord par vous, vicaire. Comment analysez-vous les tensions jusque-là verbales, même si cela s'est clôturé en fin de semaine par une note positive? Comment vous analysez tout ce qui a été dit, contredit par les uns et les autres autour des réalisations de l'état de siège? Oui, merci beaucoup, cher David. Et merci à tous ceux qui suivent pour participer à cette émission en ligne. En fait, au niveau de la société civile, nous sommes très intrigués par la tension entre les deux cas, surtout entre les autorités militaires et les députés provinciaux. Parce que à notre niveau, quand on fait des analyses, nous sommes rendus compte que les tensions, donc la tension à pression, constitue un frein au résultat même de l'état. À l'ennemi, on puisse conjuguer les efforts, les acteurs ou les parties prenantes commencent à s'auto-diaboliser, à s'auto-accuser. C'est parce que c'était le cas où certains disent que ce sont les députés provinciaux qui sont des mèches avec les groupes armés, et du côté des députés, eux aussi disent que ce sont les militaires qui fournissent ou ravitaillent les groupes armés en armes et en munitions. Donc déjà, ces débats-là limitent même la force sur terrain, parce que même les militaires, par exemple, si le gouverneur devait être sur terrain pour suivre de près pour faire le suivi de proximité des opérations militaires, il sera plus concentré sur les médias en train de suivre. Et la déco. Aux prorogations et
est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'on ne peut pas résoudre un problème qui a eu domicile pendant plus de 20 ans seulement en 30 jours? Oh, rien n'est impossible, parce que déjà en proclamant l'état de siège, ou législateur en fixant les délais de 30 jours renouvelables ici, il savait que face à une question, parce qu'on proclame l'état de siège lorsqu'il y a péril imminent. Donc nous sommes déjà dans l'irréparable. Là, le chef de l'État prend la décision la plus rapide et dit nous devons instaurer l'état de siège dans les parties du pays pour endiguer l'insécurité. Alors, pendant ces 30 jours, c'est là où, quand nous faisons aussi des analyses au niveau de la société civile, on revient par le fait qu'il y a eu une mauvaise planification. Donc, il y a eu l'impréparation de l'état de siège. Parce que quand vous faites, vous lisez par exemple les ordonnances, il y a des ordonnances qui étaient publiées les 3 mai. Donc, il y a l'ordonnance portant sur la proclamation de l'état de siège. Et l'ordonnance qui nomme les animateurs. Non, l'ordonnance, c'est les mesures d'application. Oui. Alors, normalement, déjà en amont, au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, il devait terminer la phase de planification. Imaginez-vous, vous proclamez l'état de siège qui a 30 jours comme délai, mais il y a des animateurs de l'état de siège qui sont nommés 20 jours ou plus de 20 jours. Donc il ne leur reste que 10 jours de prestation. Dans le cas des administrateurs, des bourgmestres, des communes, des maires de ville, ils ont été nommés 20 jours presque à la fin de la proclamation. Merci. 30 jours constitutionnels. Donc ça pose déjà problème. Et maintenant, lorsque les députés constatent que les gens continuent à être méchamment tués, les kidnappings continuent, les tracasseries augmentent, parce que l'état de siège a même multiplié le nombre de barrières. Mais alors, donc, au lieu que la situation s'améliore, ça s'est plus dégradé. Les députés sont dit, bon, nous portons plusieurs bouches de la population, plusieurs têtes de la population. On ne doit pas observer impuissamment une situation qui est en train de se dégrader. Je vais venir vers vous, Vicaire Batondi Angui. Je rappelle que vous êtes de la société civile Force Vive du Nord Kivu. Alors, honorable Emmanuel Ngarouye, c'est vous qui tirez à boulet rouge sur l'état de siège, alors que l'état de siège est plutôt là pour aider à restaurer la paix dans vos circonscriptions électorales. C'est beaucoup de journalistes. Nous sommes des députés provinciaux été envoyés par la population pour aider leur cause afin que cette population puisse accéder au mieux-être sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, éducation et tout. Alors, le chef de l'État proclame l'état de siège. L'état de siège, c'est une situation prévue par notre Constitution, notamment aux articles 85 de la Constitution, 144 et 145. Nous disons, gloire à Dieu, parce que peut-être cette fois-ci, le chef de l'État veut mettre fin à l'insécurité. Sur le banc, je touche. Alors, le chef de l'État, en proclamant l'état de siège, il a en tout cas l'accompagnement de tout le monde, toute personne qui veut la paix, en commençant par les députés. Les députés provinciaux ont aussi bien accueilli l'état de siège. Malheureusement, vous le savez, l'état de siège est une situation exceptionnelle. Ce n'est pas une situation ordinaire. L'exception ne peut pas durer. Lorsque l'exception dure, elle devient l'ordinaire. Et pourquoi cette situation ne pousse pas, cette exception ne dure pas, nous avions cru que le chef de l'État avait préalablement travaillé sur cette question et que le temps de l'état de siège sera le temps de l'action. Curieusement, il se remarque que beaucoup de jours après, on se rend compte que rien n'est fait. Alors est-ce que vous n'êtes pas l'extraordinaire? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'extrême lorsque vous dites que rien n'a été fait
Alors que lorsque nous suivons le porte-parole du gouverneur, il y a quand même des réalisations, il y a quand même des bastions, des ADF qui ont été réoccupés par les FARDC. Mais lorsque vous dites que rien n'a été fait, vous êtes tout dans l'extrémisme. Rien n'est fait d'extraordinaire par rapport à l'état de siège. Parce que tout ce que l'on nous dit qu'on fait, c'est déjà vu, c'est déjà entendu en dehors même de l'état de siège. Parce que nous dire que certains éléments de groupes armés se sont rendus, c'est déjà vu, c'est déjà entendu. Nous dire qu'il y a des positions conquises, des positions rebelles conquises par le FARDC, c'est déjà vu, c'est déjà entendu. L'état de siège est une situation extraordinaire. Les résultats devaient être aussi à cette hauteur. Et donc, pour vous, quels devaient être les résultats? Les résultats devaient être dans les temps records. De 30 jours. La sécurité vécue dans nos entités. Pas nécessairement dans 30 jours. Ça peut même se prolonger une fois ou deux fois. Mais arriver à épuiser 30 jours. Et arriver à épuiser encore 60 jours. 15 jours prolongés 6 fois. Sans que nos entités puissent vivre une paix, nous pensons que ça commence à devenir de l'ordinaire. Est-ce que vous ne jouez pas un rôle dans ce que vous-même vous dénoncez sur la place publique? Est-ce qu'en coulisses, pas seulement vous, ou même vos collègues ne jouent pas un rôle derrière pour consolider les positions de ces forces négatives? Merci beaucoup pour la bonne question. Je crois que la République du Congo a tous les services. Et qu'il s'agisse de la justice, qu'il s'agisse du renseignement, qu'il s'agisse de... La République a tous les services. Et il n'appartient pas au gouverneur ou à ses délégués de pouvoir chanter sur les réseaux sociaux. C'est mieux de travailler et de montrer les résultats et non pas aussi profiter pour nuire à ceux-là qui les appellent au travail. Merci beaucoup, honorable, mais il faut plutôt dire que le général Ekenge n'a pas parlé dans les réseaux sociaux. Il a parlé devant les médias, mais seulement sa déclaration a été reprise dans les réseaux sociaux et dans d'autres médias qui existent. Heureusement, nous avons ici le coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur. Alors, Serge Farini, est-ce que vous pensez que c'était de bonne loi de la part de vos partenaires, parce qu'il faut le dire, les députés provinciaux sont des partenaires du gouverneur militaire. Est-ce que c'était de bonne loi pour le porte-parole du gouverneur de dire carrément ce qui a été perçu par eux comme une menace? Merci beaucoup pour cette préoccupation éminemment importante. Je souhaiterais, parce que c'est la principale, commencer par répondre à la question. Allez-y. Mais permettez à ce que je revienne sur le contexte quand même de l'avènement de l'état des sièges, qui est une situation exceptionnelle et qui voudrait qu'il y ait des solutions exceptionnelles, comme je l'ai entendu de l'honorable Garouillet. Alors, il faut peut-être à titre historico-critique rappeler que l'avènement de l'état des sièges est une volonté manifeste du président de la République face à une partie de la République en proie à la résurgence des conflits armés qui sont devenus quand même latents. Et face à cela, il fallait des solutions musclées. Voilà pourquoi, par les trichements du gouvernement actuel conduit par le Premier ministre Sama Lukonde, il fallait qu'il y ait des signaux forts avec des stratégies nouvelles pour trouver palliatif définitivement à la question de l'insécurité en province du Nord Kivu, d'où l'avènement de l'ordonnance instituant l'état des sièges en Ituri et en province du Nord Kivu. Et cette ordonnance a eu des conséquences. La première conséquence, c'est que les institutions provinciales ont été congédiées temporairement, les temps que les autorités commises à cet état des sièges fassent
jouent leur mission, la mission pour laquelle ils ont été établis. Et c'est ainsi que dans les deux provinces, il y a des autorités militaires qui ont pris les rênes du pouvoir et qui, à titre exceptionnel, jouissent de pouvoirs exorbitants. C'est des pouvoirs que tout gouverneur normal n'a pas. C'est à cause du contexte de l'état des sièges. Et ces pouvoirs exorbitants, quand vous lisez l'article 4 de cette ordonnance instituant l'état des sièges, à son dernier point, il est dit que ces autorités sont appelées à prendre toute décision qu'elles jugent utile dans l'accomplissement de leur mission. Cela me pousse à revenir maintenant aux préoccupations qui ont été soulevées ici par les co-débatteurs ici présents. Est-ce qu'il y a en réalité un conflit entre la Chambre basse provinciale, c'est-à-dire l'organe délibérant, et les pouvoirs militaires? Ce qui est perçu dans l'opinion. C'est ce qui serait perçu, mais moi, je ne souhaiterais pas parler des conflits, parce que ce sont des partenaires. Moi, je souhaiterais parler des divergences de vues, et ça fait partie, bien sûr, du jeu démocratique. Et d'ailleurs, ces divergences de vues-là ont fait à ce que, quand même, l'autorité provinciale, c'est-à-dire le gouverneur militaire, pour, n'est-ce pas, calmer les ardeurs et les tensions, il a eu à rencontrer, bien sûr, les honorables députés provinciaux pour harmoniser les vues. Divergence de vues, oui, mais ensuite harmonisation de vues. Et c'est le cycle normal de la maturation d'une démocratie dans une république qui se veut démocratique. Mais Serge Farini, lorsque le porte-parole du gouverneur promet des interpellations, arrestations, jugements et même condamnations, est-ce qu'on n'est pas allé vers une communication violente? Communication violente, tout dépend de l'interprétation. Ou carrément de l'intimidation. J'en ai vu qui ont parlé d'intimidation. C'est de leur droit le plus absolu, bien sûr, d'émettre leur opinion sur ce qu'a dit le porte-parole du gouverneur Constant Ndima sur la question. Mais moi, je ne pense pas que ça soit considéré comme une intimidation. En tout cas, du point de vue des députés, c'est cela. Je préférerais qu'on puisse prendre ça comme une sorte de rappel à l'ordre. Mais il doit être connu que les honorables députés, bien qu'ils soient en congé, ils bénéficient de certaines libertés et dans les jeux démocratiques, cela doit être accepté sportivement. Mais d'autre part, les honorables députés devraient aussi savoir que être trop critique, des critiques acerbes, des fois il y a des critiques constructives, on les accepte. Quand un honorable député dit par exemple, je souhaite parler à titre illustratif, il dit que l'ordonnance a été mal ficelée et qu'il fallait que les compétences des pouvoirs des juridictions civiles reviennent aux juridictions civiles au lieu que les juridictions militaires les fassent, vous sentez que c'est de la critique constructive. Et donc, mais lorsqu'ils disent qu'il n'y a rien qui a été mais lorsqu'ils disent qu'il n'y a rien, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. C'est vraiment de la mauvaise foi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et nous devons en être fiers. Mais aussi, je reconnais aux honorables députés d'être comme ces chiens de garde, passez-moi l'expression, oui, pour alerter ça et là, ce qui ne va pas. Ça aide d'ailleurs l'autorité provinciale pour prendre des décisions idoines sur certaines questions. Mais aller jusqu'à dire qu'il n'y a rien qui est fait, c'est vraiment de la pire mauvaise foi. Il y a des choses qui sont en train d'être faites et il faut saluer cela à juste titre, je pense. Alors, Serge, je poursuis avec vous pour la prochaine question. Les auditeurs nous suivent en ce moment. Ils ont entendu aussi leurs élus qui ont critiqué les réalisations de l'état de siège. Mais vous êtes quand même le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement. Parlez-nous
en quelques mots, les réalisations de l'état de siège pour que la population elle-même puisse se rendre compte qu'il y a eu quand même des critiques qui n'étaient pas fondées contre les réalisations de l'état de siège. Comme vous parlez des réalisations, je vais revenir par exemple sur les groupes armés locaux qui se rendent ça et là, que ce soit à Massissi ou ailleurs. C'est un signal fort, même si l'honorable Ngarouye pense que que ça ne sort pas de l'ordinaire, que ce n'est pas extraordinaire. Mais je pense personnellement que c'est quelque chose d'extraordinaire que finalement ces groupes armés puissent s'inscrire dans la logique républicaine. C'est un signal fort. Le fait qu'on leur donne des ultimatums et qu'ils quittent volontairement les groupes armés est un signal fort. Sur la question des groupes armés étrangers, et plus particulièrement la nébuleuse ADEF, vous sentez qu'il y a une pression des forces armées de la République sur ces groupes armés, qu'il y a des bastions qui sont récupérés par les forces armées de la République. Je ne veux pas être le premier à dire ici que l'asymétricité de cette guerre que nous imposent ces ADF est un élément nouveau qu'il faut incorporer dans la donne de la solution dans la partie nord de la province du Nord Kivu. À cet effet, d'ailleurs, nous avons assisté à l'avènement d'une équipe des forces d'opération spéciales américaines aussi pour cette question-là, pour conjuguer les efforts avec les forces armées de la République démocratique du Congo et de créer une sorte de force qui peut aller, n'est-ce pas, défier avec les techniques adaptées ces terroristes qui endeuillent la République démocratique du Congo. C'est autant d'éléments, des faisceaux d'éléments sur lesquels nous pouvons nous baser pour dire que le gouverneur militaire Constant Ndima ne sommeille pas, qu'il est au travail, qu'il fait les travaux pour lesquels il a été là. Et signalons qu'il n'est pas là ad vitam aeternam. Oui, il est censé accomplir la mission et s'en aller au moment voulu. Alors, Serge, il y a quand même un certain nombre de pouvoirs dévolus au gouvernement qui gère l'état de siège, notamment le gouverneur Constant Ndima et son collaborateur. Il y a notamment faire des perquisitions de jour comme de nuit. Alors, lorsque le porte-parole du gouverneur dit que ceux qui s'agitent sont ceux qui entretiennent les groupes armés, et visiblement, ce sont les députés provinciaux ou carrément les acteurs politiques, mais on voit toute la panoplie de pouvoirs qui sont dévolus au gouverneur, mais qui ne se saisissent pas de ce pouvoir-là pour agir et le dire seulement devant les caméras de télévision. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qui pousse les députés à dire pourquoi peut-on nous accuser de soutenir les groupes armés et ne pas nous amener en justice? Bon, ce qui est vrai, parce que vous parlez des pouvoirs, il s'agit par exemple de faire des perquisitions de jour et de nuit dans des domiciles. Ne pensez pas que ce n'est pas en train d'être fait, c'est fait. Même si on ne passe pas devant des caméras, des micros pour dire qu'on a été dans tel ou tel domicile pour faire ces perquisitions, mais ne vous en faites pas, c'est en train d'être fait. C'est aussi d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état des sièges. C'est de rechercher et ordonner la remise des armes et munitions, toute une panoplie des missions que les gouverneurs militaires et toute son équipe sont en train de réaliser. Et moi, je ne veux pas, en tout cas, rester dans la logique de comment on peut appeler ça, de la polémique qui a été, n'est-ce pas, alimentée quelquefois aussi dans les réseaux sociaux sur les affirmations du conseiller spécial. Je pense qu'il était dans une logique de rappel à l'ordre et il ne faut pas que cela soit considéré comme une menace, pas du tout. Et pour preuve, le gouverneur de province a eu, n'est-ce pas, très respectueusement d'ailleurs, à s'entretenir avec les honorables députés provinciaux. Question d'apaiser les esprits. Ce sont des respectueuses personnes et qui doivent être respectées comme telles, mais qui doivent comprendre qu'ils ne doivent pas
dans leurs propos quelquefois, verser dans des affirmations attentatoires à la poursuite de l'état des sièges, des affirmations qui peuvent aller dans le sens de démoraliser les forces armées de la République. Merci. Je ne dis pas que c'est le quotidien des élus, c'est juste à titre informatif que je suis en train de soulever cela. Merci beaucoup Serge Farini. Je rappelle que vous partagez ce plateau avec l'honorable Emmanuel Ngarouye et Vicar Batundi Angi, acteur de la société civile. Alors, je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que nous faisons l'analyse des tensions communicationnelles, bien sûr, entre acteurs politiques et gouvernement militaire dans la province du Nord Kivu. Alors, honorable Ngarouye, pensez-vous que la communication était plus ou moins démesurée, non seulement de la part des collaborateurs du gouverneur militaire, mais aussi de la part de vous, députés provinciaux? Merci beaucoup. Je souligne encore que les députés provinciaux du Nord Kivu n'ont jamais combattu l'état des sièges. Et ils ne combattent pas. Et je crois qu'ils ne combattront pas l'état des sièges, mais qui demandent quand même que l'état des sièges s'arrête. Ils doivent se battre pour que, et ils se battent pour que l'état des sièges produise des résultats dans un bref délai. En réalité, le problème, c'est que dans notre pays, la vie de l'homme a été désacralisée et les dirigeants finissent par trouver que sauver les vies humaines n'est pas une urgence. C'est ça le problème. Donc, on peut instituer un état de siège et on se dit, même 2 ans, même 3 ans, il n'y a pas de problème. Alors que les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de fuir leur milieu, les gens sont en train d'être massacrés, mais il n'y a pas d'urgence. Moi, j'imagine que toutes les difficultés, les faiblesses de l'état de siège ne sont pas liées à l'équipe dirigeante ici. Les grandes difficultés, les faiblesses sont liées à ceux qui ont proclamé l'état de siège. Parce que proclamer l'état de siège suppose que vous avez tout mis en place. Vous avez calculé tout ce qu'il faut et vous avez mis tout en place. Et lorsque vous avez mis en place tout, vous connaissez la nature de la guerre à mener. Et vous avez tout mis en place et vous désignez quelqu'un en conséquence parce que vous avez tout planifié. Mais j'ai appris dans une communication du vice-gouverneur la fois passée qu'on doit d'abord faire la planification et ça prend beaucoup de temps, mais les opérations peuvent ne pas prendre beaucoup de temps. Ça signifie que rien n'était fait, il n'y a pas l'urgence et c'est ce qui écœure lorsque vous décidez de restreindre le droit des citoyens alors que vous n'avez pas pris le temps nécessaire pour planifier avant. Donc, vous considérez que les droits des autres peuvent être piétinés par les droits des uns peuvent être piétinés par le droit des autres, alors que rien n'est fait d'extraordinaire. Alors vous disiez... pourquoi au lieu de vous constituer en partenaire de ce gouverneur qui vient pour vous aider à trouver des solutions à ramener la paix dans vos circonscriptions électorales, vous vous comportez plutôt comme des opposants, du moins dans certains cas, ou dans plusieurs cas? Bon, je crois que nous ne nous comportons pas en opposants. Mais rassurez-vous que nous avons été élus par une population qui souffre. Et nous ne pouvons pas donc nous comporter comme des gens qui sont arrivés alors que nos populations nous appellent à tout moment. Et nous sommes leur bouche. J'imagine que mes électeurs, peut-être 1 sur 10 000 possède le numéro du gouverneur. Et 1 sur 10 000 peut rencontrer le gouverneur ou peut parler au gouverneur. Et ces populations estiment que c'est moi leur bouche. Et donc, moi qui représente cette population, je ne dois pas me taire lorsque ma population souffre. Et les dirigeants de l'état de siège ne devaient pas considérer cela comme un acharnement. Plutôt, ces dirigeants devaient sentir que ce sont les souffrances, d'ailleurs, qui durent trop longtemps. Et la confiance que cette population a eue lors de la proclamation de l'état de siège fait en sorte que l'on nous dise
Mais ceci encore arrive alors qu'il y a l'état de siège. Alors, et nous, on ne peut pas se taire. Honorable Ngaroye, n'y avait-il pas une part de vérité dans ce qu'a dit le porte-parole du gouverneur? Parce que tout de suite après, il y a eu de l'agitation, notamment de la part de certains élus. Comme on dit, la vérité blesse et la vérité a blessé ceux qui se sont sentis concernés. En réalité, on ne peut pas dire 100 mots, on ne peut pas lancer 100 mots sans qu'il y ait un seul mot vrai. Par exemple, dire qu'il est porte-parole du gouverneur en se présentant comme ça, il dit vrai. Mais lorsqu'il dit quand même que ceux qui s'agitent, la plupart de ceux qui s'agitent sont ceux qui entretiennent ces groupes armés et les informations existent déjà. En fait, lorsque lui dit cela, la justice devait s'occuper de lui parce qu'il est complice. Il connaît déjà des personnes qui sont en connivence avec les groupes armés, mais il continue à leur laisser un jour, 2 jours, une semaine pour qu'ils puissent continuer avec leur complicité qui tue. Il y a quand même un acteur, un défenseur de droits humains qui a dit, si vous ne vous sentez pas concerné par ce qui a été dit, il faut aller en justice pour diffamation. Mais jusque-là, aucun député ne l'a fait. Ça veut dire qu'il a quand même dit la vérité. Merci beaucoup. Vous pensez que tous ceux qui n'accusent pas au Congo, c'est parce qu'ils n'ont pas raison? Et vous pensez que tous ceux qui accusent, c'est parce qu'ils ont raison? Moi, je crois que d'abord, il n'y a pas une guerre entre les élus et les dirigeants de l'état de siège et les gens qui vivent ensemble. Si ce sont des personnes qui ne sont pas inertes, ils peuvent deux fois se contredire. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que l'on puisse finalement se dire comment converger. Parce que lorsque nous sommes des personnes avec des cerveaux différents, nous ne pouvons pas voir tous de la même façon. Et donc, je crois que l'état de siège, nous le soutenons. Et voilà les soucis que nous avons. Nous continuons à critiquer. Vous avez vu, la première correspondance des députés, c'était des points de vue que nous avions adressés au président de la République. Des points de vue pour contribuer. Et aujourd'hui, la dernière déclaration, c'était la remise de la pendule à l'heure. Lorsque les porte-parole du gouverneur essayent d'exagérer et de diffamer, il fallait que les députés... Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte, justement? Parce qu'il parle de diffamation. Écoute un peu, j'ai déjà répondu à la question. En RDC... Alors, personnellement, honorable Ngaroye, vous ne connaissez pas un seul de vos collègues qui tire les ficelles dans l'ombre pour entretenir les groupes armés? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je n'ai pas un service de renseignement pour ça. Et si je le savais, je pouvais facilement le dire aux responsables de l'état de siège. Même avant l'état de siège, je pouvais le dire. Et bon, mais je sais que ceux qui le disent ont des informations peut-être vérifiées. Et qui vous empêchent d'aller en justice contre eux pour diffamation. Merci beaucoup, honorable Ngaroye. Je donne la parole à Vicar. Vicar, est-ce que dans tout ce qui se passe, c'est qu'a dit le porte-parole du gouverneur qui suscite une certaine agitation de la part des élus, n'y a-t-il pas une part de vérité? Parce qu'avant même l'état de siège, plusieurs personnes ont dit cela sans pour autant mettre de nom sur des responsabilités. Mais il y a également le porte-parole du gouvernement national qui a dit, dans ce qui se passe dans l'est du pays, il y a une responsabilité ou une main de la notabilité locale. Est-ce que ce qu'a dit le général Sylvain Ekenge, n'y avait-il pas une part de vérité qui a suscité de l'agitation? Oui, s'il vous plaît, David. Vous savez que dans ce pays, nous avons maintenant un problème. Parce que cette histoire a commencé au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque le président de l'Assemblée a demandé aux députés de quitter les groupes armés. Mais on est revenu vers lui pour lui dire, est-ce que vous pouvez brandir les éléments de preuve et automatiquement passer à l'action, c'est-à-dire éteindre la justice. Tout cela dont vous estimez que vous avez suffisamment d'évidence qui prouvent qu'ils sont dans les groupes armés. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois, il n'a jamais présenté un seul député sur qui il aurait ces preuves. Même chose au niveau de la province.
lorsqu'on dit que certains députés provinciaux collaborent avec les groupes armés, et nous avons suivi même une vidéo, là où on ne citait pas seulement les députés, il y avait aussi même d'autres membres du gouvernement, d'autres acteurs de la société civile, mais quand vous essayez même d'analyser la vidéo, vous voyez que la personne serait préparée quelque part. Imaginez-vous, quelqu'un, vous venez de la forêt, et il y a des gens qui vous soutenez, mais vous ignorez leur nom. C'est déjà un problème. Alors, je pense que lorsqu'on fait ce genre de déclaration, avant d'ailleurs de le faire, il faut d'abord réunir les minimums de preuves. Comme ça, quand vous avez ces preuves, ça vous donne aussi la crédibilité. Il ne faut pas seulement parler. Mais je sais que j'ai aimé hier, nous avons suivi à travers les zones, dans la rencontre entre les gouverneurs militaires et les députés, au moins il aurait dit qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un sur base de rumeurs. Donc c'est déjà une façon pour les autorités de dire, en tout cas tout ce qui a été dit là, ne le suivez plus et travaillons ensemble pour qu'on puisse atteindre les résultats réels de l'état de siège. Alors donc prochainement, lorsqu'il y a ce genre de déclaration, s'il vous plaît, celui qui fait la déclaration doit présenter les évidences et automatiquement on doit arrêter la personne parce qu'on ne doit pas demeurer dans l'insécurité, mais en même temps, il y a les députés aussi qui disaient qu'il y a des militaires qui ravitailleraient en armes certains groupes armés. Certains groupes armés. Toutes ces déclarations doivent être documentées et prouvées. Mais est-ce que ce n'est pas une distraction lorsque le responsable de la communication du gouvernement dit qu'il y a des acteurs politiques qui entretiennent les groupes armés, d'une part, et du côté des députés, ils accusent aussi certains officiers FARDC d'entretenir les groupes armés, mais personne n'émet des noms pour établir ses responsabilités ou carrément aller en justice. Mais vous savez, même si on peut manipuler la justice, mais il arrive un moment où la justice, si elle est sérieuse, elle vous demande les preuves. Parce qu'on ne va pas seulement partir d'une déclaration et condamner quelqu'un. Donc c'est sur base de preuves. Par exemple, aujourd'hui nous avons la technologie émergente. Si vous dites que quelqu'un collabore avec les groupes armés, allez ne fût-ce que chez RTL, chez Vodacom, chez Orange, moyennant une réquisition d'informations, on va vous mettre à votre disposition les bulletins, les relevés de comptes de la personne, et vous allez voir toutes ces communications, même pour 10 ans, on peut vous présenter toute une livre par rapport à ces communications, et vous saurez réellement qu'à telle date, il avait communiqué ça à tel groupe armé. À telle date, il avait fait ça à tel groupe armé. Ou soit, si par exemple, il le fait à travers d'autres mécanismes non retraçables, vous qui avez dit qu'il collabore avec ces groupes armés, montrez ne fût-ce que soit des photos, toute forme de preuves qui peut servir et pour dire que voici les éléments, les évidences qui prouvent qu'il est des mèches avec les groupes armés. Mais demeurer, rester seulement sur les médias, en train de le dire, ça empêche d'ailleurs l'aboutissement heureux de l'état de siège. Parce que tout ce que nous sommes en train de consommer comme timing aujourd'hui, c'est à cause de ces déclarations. Parce que quand les uns passent le matin, les autres passent le soir, et on oublie l'ennemi. Et l'ennemi, à ce moment-là, il est en train de se réorganiser. Au lieu qu'on puisse focaliser l'attention sur l'ennemi, parce que la conjugaison d'efforts est le socle de la réussite de l'état de siège. En tout cas, on les laisse maintenant déambuler et nous restons dans des déclarations où c'est une guerre asymétrique. C'est asymétrique parce qu'on ne parvient pas à se concentrer. On est plus dans des futilités, dans des combats peut-être d'intérêt. Ce n'est pas moi. Parce qu'il y aurait des informations selon lesquelles il y a même des personnes qui ne sont pas payées. Alors, tout ça, quelqu'un qui n'est pas payé, donc qui mène une vie peut-être non acceptable. Vous voulez parler des députés provinciaux? Oui. Que ce soit les députés, même au sein des membres du gouvernement en congé technique, il y a ceux qui étaient en train de pleurer. Et donc, quand ça crée plus de frustration, ça empêche à l'état de siège de produire les effets. Est-ce que, vicaire, vous seriez en train de nous dire que les déclarations que nous avons vues ne sont pas des déclarations d'attaque frontale contre l'état de siège, mais c'est une façon voilée de réclamer les arriérés des salaires des membres du gouvernement Carly
et même de certains députés provinciaux? Non, il faut chercher l'origine de ces contre-attaques. Mhm. Parce que lorsque, par exemple, on dit à un député, vous serez arrêté, et lui ne va pas... Surtout qu'il n'est pas payé. il ne va pas tourner la pouce. Bon, même s'il n'est pas payé, le fait est d'abord de lui dire que, comme vous faites des déclarations, vous serez automatiquement arrêté. Qui est preuve ou pas, vous serez arrêté et condamné. Ça peut amener toute personne à développer la frustration. Et lorsqu'on est frustré, on perd la pédale. Et quand on perd la pédale, on fait ce qu'on fait parce qu'on cherche aussi à s'auto-défendre. Et c'est le bicéphalisme maintenant que nous venons de vivre pendant ces quelques semaines qui vient de se passer. Merci. Même si avec la réunion d'hier, il y aurait je vais en parler tout de des suite. apaisements. Analyse des tensions en communication entre acteurs politiques et gouvernement militaire sur les réalisations de l'état de siège. Alors, Serge Farini, je le disais au début de cette émission, que le gouverneur militaire a quand même eu à organiser une rencontre avec ses partenaires, parce que même l'honorable Ngarouye l'a dit, qui sont partenaires du gouverneur Constant Ndima. Alors, c'était dans quel objectif et qu'est-ce que cela a donné comme résultat par rapport à tout ce qu'on a vécu durant la semaine? J'aurais voulu que cette question soit directement posée à l'honorable Ngarouye et toute son équipe, l'équipe qui a été reçue, n'est-ce pas, par l'autorité provinciale. Mais j'ai suivi Vicard parler de quelque chose. Je serais sidéré si toute cette tension serait liée seulement au tube digestif. Je ne pense pas que ce soit le cas. L'honorable Ngarouye le confirmera. Je ne pense pas que ça soit le cas. Je ne pense pas que ça soit le cas. L'honorable Ngarouye a parlé de planification, problème de planification, mais la planification doit être vue sous deux angles. Une planification a priori, une planification a posteriori. Sur terrain, ici, il a été question des autorités militaires de s'imprégner des réalités de terrain, de rencontrer les acteurs sur terrain pour, n'est-ce pas, avoir la commune mesure de la réalité des terrains. Et ça implique une planification a posteriori aussi. Et sur la question liée au délai de l'état des sièges, il est bien clair, et cela doit être connu, on sait très bien quand est-ce qu'une guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle prend fin. Mais cela ne justifie pas la chute. Cela ne veut pas dire que ça doit aller ad vitam aeternam. Non, pas question. Il ne s'agit pas de cette logique-là. Il s'agit de faire recouvrer la paix dans les deux provinces. Et cette mission implique un mariage. C'est là où je veux insister peut-être dans mon speech. Ce mariage, c'est le mariage entre les autorités militaires ainsi que les autorités politiques, les autorités civiles et même la société civile. J'irai loin pour dire la population. Nul n'ignore que quand on fait une gymnastique critique de l'histoire de notre pays, on a été des fois en face on ne sait plus même on ne savait même plus qualifier les conflits armés qui ont été soit conflit armé international, soit conflit armé non international ou non international internationalisé des fois. Et lorsqu'on met en place tous ces éléments, il faut des solutions inclusives. Et pour des solutions inclusives, il faut un leadership cohésif. Et c'est dans cette logique des leaderships cohésifs que l'autorité provinciale, le gouverneur militaire Constant Ndima, a eu à conférer avec ceux qui sont les porte-voix de la population, les élus. Mais je reviens à la question du délai, toujours, parce qu'elle est pendante. Mais qui prolonge les élus. Ce sont les élus. Oui. Ce n'est pas Constant Ndima qui dit « je prolonge mon délai ». Ce sont les élus. Cette fois-là, les élus nationaux. Oui. Je pense que la démarche des honorables députés provinciaux
doit être dans les sens, parce qu'il parle de la périodicité, parce qu'ils ont toujours leur pouvoir de plaidoyer, qui est un pouvoir en tout cas qui n'est pas limité, c'est lui de plaidoyer, d'influencer les élus nationaux pour qu'ils jouent leur part des choses. Mais je ne pense pas que ces derniers aussi refuseraient de prolonger cet état des sièges tant qu'il n'a pas encore atteint les missions lui dévolues. Je pense qu'au moment actuel, et en voie de tout ce qui précède, que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le mariage, c'est la collaboration civilo-militaire, comme on sait très bien le dire au niveau de la société civile, la collaboration civilo-militaire. Il faut une confiance mutuelle. Visiblement, il y a eu un premier acte. Oui. Après toute cette semaine de tension, Oui. peut-on savoir qu'est-ce qui en est ressorti entre le gouverneur et les élus? La primauté de ce qui en est ressorti, je réserve ça à l'élu. Il va en parler. Il a été invité. Il est ici, je crois que c'est eux qui ont été invités et qui devraient avoir cette primauté de dire la résultante de cette rencontre qui était éminemment importante, bien sûr, entre d'une part. Est-ce qu'on peut retenir que dans l'élément positif, c'est que toutes les tensions, notamment en communication qu'il y a eu au courant de la semaine, ont quand même amené le gouverneur à inviter ses partenaires pour un moment d'échange? Non, c'était prévu de longue date. Ce n'est pas que c'est l'occasion, c'est parce qu'il y a eu des interprétations ça et là dans les macrocosmes politiques de la province. C'est dans sa planification, il a toujours été prévu qu'il rencontre des couches de la population, et parmi les couches les plus importantes de la population, nous avons les honorables élus provinciaux, dont l'honorable Ngarouye ici présent. Honorable Ngarouye, vous avez quand même eu à discuter avec votre partenaire. Et visiblement, c'est comme dans un mariage où il y a des tensions et il y a un moment de réconciliation. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a vécu au courant de la semaine, où vous, personnellement, en tant que député, pas seulement vous, individu, mais vous, en tant que corps, vous avez tenu à rencontrer l'autorité provinciale? Merci beaucoup. Je commence par dire encore que les députés provinciaux de Nord-Kivu ne combattront jamais toute initiative tendant à amener la paix à leur population. Parce que cette paix recherchée, ce n'est pas la paix du gouverneur militaire ou son vice-gouverneur ou du général Sylvain Ekenge, mais c'est la paix de notre population. Population de Rutshuru, de Massissi, de Beni, de Lubero, c'est la paix de la population. Et c'est ce que tout député qui a battu campagne, c'est la question qui lui était posée. Et lui-même promettait d'aller s'investir aux côtés des autres pour qu'il y ait la paix dans nos entités. Et donc, je ne vois aucun député provincial du Nord-Kivu qui peut s'opposer à toute initiative tendant à amener la paix. Et à ce sujet, par ailleurs, les députés qui est averti, qui a déjà vécu plusieurs expériences tendant à amener la paix, mais qui n'ont accouché que de souris, ne peut pas croiser les bras. Il doit suivre. Et lorsqu'il suit, des fois, il est mal vu. Vous avez suivi, peut-être même avant l'état de siège, que les députés n'étaient pas toujours en bonne odeur de sainteté, avec beaucoup d'officiers supérieurs, qui sont de la police, de l'armée, des renseignements, parce que les députés dénoncent certains agissements. Mais ils ne vont pas en justice. Certains agissements. Alors, je crois que le coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur pouvait bien avoir la réponse, parce qu'il dit que la rencontre qu'il y a eu hier était bien prévue. Donc, s'il sait que cette rencontre mais il vous était réserve prévue, la primeur. et donc il en connaît quelque chose, les résultats il devait connaître les résultats, parce qu'en prévoyant, il devait connaître ce qu'il devait. Alors moi, je crois que ça ne devait pas se poser comme question, parce qu'on doit se parler
pour l'intérêt de nos populations. Mais justement, Et lorsque cela doit être permanent. lorsque cela se produit pendant après quelques jours de tension, tous vos élus voudraient bien savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le gouverneur militaire. Oui, qu'il y ait des tensions, qu'il n'y ait pas de tensions, le dialogue entre les enfants de la province et ceux qui dirigent la province doit être permanent pour le bien de nos électeurs. Oui, justement, Et pour le cas d'espèce, de quoi a-t-il été question? vous pouvez vous imaginer que Non, c'est l'état de siège Oui. sur lequel nous devrions parler Oui. pour savoir comment chacun peut s'impliquer pour arriver au bon résultat. Est-ce que vous êtes allé quand même voir le gouverneur avec un certain nombre d'éléments pouvant aider à la réalisation des objectifs de l'état de siège? Nous ne sommes pas allés le voir parce que lui, d'ailleurs, était à Kinshasa. Il n'est revenu qu'avant-hier. Et il a beaucoup d'agendas que nous ne maîtrisons pas. Et c'est lui, lorsque il trouve le temps et il trouve que c'est nécessaire, il se dit, j'ai des partenaires ici, je peux parler avec eux pour savoir comment ensemble nous pouvons aider notre population. Et c'est de ça que vous avez parlé. Certainement. Comment ensemble vous allez aider votre Notre population afin qu'elle recouvre la paix. Merci beaucoup, honorable Ngaroui. Alors, Vicar, lorsque vous assistez à cela, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites quoi? Est-ce que finalement, ça fait partie de la vie de la province et que c'est bien que ça aboutisse à cela, ou on aurait pu gérer les choses autrement pour ne pas perdre du temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, nous pouvons d'abord saluer le courage du gouverneur militaire qui a invité les députés au moins avant 48 heures de communiqué conjoint signé entre la société civile et les barrages intercommunautaires. Parce que dans notre communiqué, nous avions... C'était une recommandation. C'est parmi nos recommandations. On avait recommandé qu'il y ait une rencontre entre les élus, les autorités militaires et au besoin d'élargir la rencontre à la société civile, même si ça n'a pas été élargi aux forces vives. Nous, ça nous réconforte parce que c'est un ouf de soulagement pour la population. Le fait de se chamailler aux médias n'honore pas la province, n'honore pas le pays. S'il y a des choses à se dire, pourquoi ne pas avoir un cadre où ceux qui ont des plaintes, par exemple, à présenter, ils disent, bon, il y a ça qui ne marche pas. Au lieu que chaque fois que nous soyons humiliés, parce que c'est le monde entier qui suit maintenant les débats, le Nord Kivu et l'Ituri intéressent la planète entière. Et donc, quand il y a des choses qui se passent, c'est toute une population qui est humiliée. Alors, ce courage-là, il est à saluer. Mais vous avez suivi, parmi les choses qui ont même alimenté l'attention, il y a par exemple le fait de dire aux députés qu'ils recevaient $2 000 chaque mois. Et qu'en retour, les députés ont aussi dit dans leur communiqué qu'ils ont nié cela. C'est comme ça que Serge s'interroge si on a eu toutes ces tensions seulement pour la question du tube digestif. Non, les tensions, je ne pense pas que ça soit d'origine alimentaire, mais c'est beaucoup plus une mauvaise interprétation et une culture de prétention. Parce que si, par exemple, quelqu'un s'exprime, il donne son analyse sur la situation sécuritaire, sur les massacres qui persistent malgré l'état de siège, ce que devaient faire les autorités qui gèrent l'état de siège, c'était de se rapprocher de ces gens-là. Maintenant, par rapport à vous, vous voulez qu'on fasse encore quoi pour améliorer les opérations sur le terrain? Parce que nous avons dit qu'il y a eu l'impréparation de l'état de siège. Imaginez-vous, nous, au niveau de la société civile, on est en train de regretter parce que l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du programme DDRCS a été publié, rendu public, presque 3 mois, plus de 2 mois après la proclamation de l'état de siège. Pourtant, s'il y avait une bonne préparation, on devait d'abord se rassurer que ce programme est opérationnel. Parce qu'en lançant les opérations, on s'attendait au rendu. Alors, comment est-ce que ce rendu serait pris en charge lorsque le programme n'est pas encore opérationnel? Dans la même phase, on devait se dire, on dote à chaque province un avion de chasse. Parce que nous avons affaire à une guerre asymétrique, comme c'est la chanson dans la cité.
Alors, une guerre asymétrique, mais si on a des avions de chasse avec des systèmes infrarouges qui ont la capacité de détecter même les fourmis. Je me rends compte qu'à la société civile, il y a de Il y l'expertise a de l'expertise. militaire. Non, nous sommes des citoyens. Vous vous informés. documentez, oui, oui. On doit s'informer. Et tout ce qui se passe dans les pays, nous sommes regardants. C'est pourquoi on nous dit nous sommes la sentinelle de la population. Et cette sentinelle ne se limite pas seulement à des monitoring de violations des droits de l'homme. Et donc, à la société civile, il y a toutes les compétences possibles. Donc, on peut aider même l'État à élaborer des programmes, à élaborer des visions pour la nation. Et pourquoi pas pour les opérations pareilles, on a des idées qu'on peut proposer au gouvernement. Et donc, à notre niveau, en tout cas, cette tension doit prendre fin immédiatement. Donc, ce qui s'est passé hier dans la Réunion puisse avoir des bases solides. Il ne faut pas que ce soit une harmonisation éphémère, où demain ou après-demain, nous allons encore revivre la même situation qui risque d'impacter sur les effets de l'état de siège. Ce serait votre souhait que ce cadre de concertation soit un cadre permanent? Normalement, il doit y avoir un cadre permanent. D'ailleurs, dont les réunions devaient se tenir chaque fin de la semaine pour évaluer la situation. Par exemple, on pouvait prendre chaque samedi ou vendredi. On s'est dit, la situation des droits de l'homme dans la province est là, voici sa photographie. Imaginez-vous, il y a même un problème au niveau de l'état de siège parce que même les militaires certains militaires ne comprennent pas l'état de siège de c'est quoi. Parce que quand on se croise par exemple avec quelques éléments de la police, quelques éléments de la FARDC, ils vous disent, nous sommes dans l'état de siège, donc on n'a plus besoin de vos conseils, on n'a plus besoin de qui que ce soit. Donc, comme qui dirait, l'état de siège est venu couper le cordon ombilical entre les dirigeants, les gouvernants et les gouvernés. Et donc, ça pose déjà un problème. Pourquoi? Comme je l'ai dit, la conjugaison d'efforts est le socle de la réussite de l'état de siège. Merci beaucoup, Vicar Batondi Angui. L'analyse des tensions en communication entre acteurs politiques et gouvernements militaires sur les réalisations de l'état de siège, c'est ce qui était au centre de nos échanges aujourd'hui. Nous avons reçu le coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur, Serge Farini. Nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission. Je croyais que j'allais quand même avoir... Allez-y très rapidement. Oui, très rapidement. Oui. Très rapidement, je voulais dire sur la question de rendu, parce qu'il a parlé du PDDRCS, sur la question de rendu, oui, les rendus sont pris en charge. D'ailleurs, à Kalunguta, pas plus tard qu'hier, les gouvernements provinciaux, bien sûr par les trichements du gouverneur militaire Constant Nima et son équipe qui est là, a procédé à la distribution des vivres et non-vivres. Et donc, les rendus sont pris en charge, que ce soit à Kalunguta, Rumangabo, tout comme à côté des on n'assistera plus à des manifestations. Sur la question du PDDRCS, je crois que c'est quand même une très bonne chose qu'on puisse activer maintenant cela avec des moyens, que ça vienne sur terrain, parce qu'il y a une particularité, c'est l'aspect stabilisation. Parce qu'au-delà de la réinsertion et tout ce qui a été fait avant avec les autres programmes de l'époque, il y a cet aspect de stabilisation. Il y aura des programmes de développement dans les milieux qui ont été en proie à des conflits armés, des routes, des écoles construites. Et c'est ce que attend bien sûr les peuples. Et je souhaiterais peut-être que les députés insistent sur des questions comme ça pour qu'il y ait une certaine célérité sur la mise sur pied effective de ces programmes qui sera sanitaire doublement, et du côté rendu et du côté des foyers en tension. Et en foi de tout ce qui précède, je vous remercie quand même pour cette invitation. Et je crois que ça ne sera pas une dernière fois. Nous sommes disponibles pour venir éclairer la lanterne et donner quelques informations officielles sur les enjeux du moment dans la province du Nord Kivu. Avec plaisir, Serge Farini, nous vous inviterons toujours dans ce plateau. Nous disons également merci à l'honorable Emmanuel Ngarouye qui a tenu quand même à participer, à échanger aussi avec un représentant du gouvernement provincial. Nous vous disons, honorable, merci.
Avant de me remercier, si vous Allez-y, pouvez m'accorder une minute. Allez-y très rapidement. La première chose, c'est que je voudrais que les autorités et la population doivent savoir que sécuriser la population ne demande pas nécessairement l'état de siège. Il y a aussi l'état de siège qui peut arriver lorsque les circonstances graves menacent l'administration de l'État. Mais nous avons les forces des armées de la République ont défait les M23 et beaucoup d'autres rébellions sans état de siège. La deuxième chose, c'est que j'ai compris que le porte-parole du gouverneur ne pouvait pas adresser ses paroles au chef de l'État et aux autres. Moi, je l'aide à le faire. Les chefs de l'État devaient tout faire pour mettre les moyens nécessaires afin que l'état de siège réussisse. Et en dernier lieu, je prie aux responsables de l'état de siège de suivre de très près l'auditorat et les militaires qui sont affectés dans différents milieux parce qu'eux disent que l'état de siège est là. Maintenant, c'est leur tour et la population empathie. Merci beaucoup, honorable Emmanuel Ngarouye, élu de Rutshuru, député provincial du Nord Kivu. Nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir et nous sommes toujours disposés à pouvoir participer lorsque c'est nécessaire. Merci également à Vicar. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans le studio, dans les installations de Pôle FM et de Pôle TV. Nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission. Merci David, merci à Paul TV, pas Paul FM. On va s'habituer à ça, ça va oui. venir. Alors, à mon niveau, je pense qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de surveillance des droits humains pendant l'état de siège, parce que nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de cas de violation des droits de l'homme et dont les auteurs ne doivent pas demeurer impunis. C'est le cas de l'enfant, de l'élève qui a été méchamment tué à Massissi à cause de 500 francs. Il faut que la justice s'occupe de l'auteur. Et autant d'autres violations des droits de l'homme. Donc nous encourageons les autorités à prendre des dispositions utiles pour éviter que l'état de siège ne se transforme en état de violation. Merci beaucoup Vicar Batundi Angui, défenseur des droits humains et acteur de la société civile. Je dis également merci à Derrick Rugendabanga, Dominique Zozo Ruvunavaizi, sous la coordination de Baboni Kaigiso Salvador qui ont réalisé cette émission. Devant ce micro, c'était David Kalendapo à la police du débat. Moi et mes invités, nous disons merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs.